Le trajet pour me rendre à la fête de fiançailles de mon frère a pris 4 heures. 4 heures dans une tempête de neige de janvier sur la transcanadienne. Les phalanges blanches à force de serrer le volant sur le tronçon entre Thunder Bay et Dryden. Parce que mon frère avait appelé 3 fois cette semaine-là pour me demander si je venais toujours. Tu dois être là, avait-il dit. Tu sais comment maman réagit quand la famille n'est pas au complet. Alors, j'ai conduit. J'avais un dossier ouvert sur le siège passager. Je suis avocate d'affaires. Je ne m'arrête jamais vraiment de travailler, mais la plupart du temps. Je fixais simplement l'autoroute en pensant à quel point j'étais épuisé. Pas à cause de la route, mais à cause de la décennie passée à faire exactement ce que je faisais en ce moment précis. Me pointer, être celle qui se pointe. Mon frère s'appelle Lachlan. Il a 31 ans, 2 ans de moins que moi. Il sort avec Petra. Non, attends. Elle est dans le dossier. Un autre nom. Elle s'appelle Gwendaline en réalité. Bien qu'elle m'ait corrigé là-dessus la première fois qu'on s'est rencontrés et qu'elle ne m'ait jamais laissé l'oublier. Elle vient d'une famille aisée de Westmount. Ce genre de quartier montréalais où les maisons ont des noms au lieu de numéros. Ses parents font partie de ces gens qui emploient « passer l'été » comme un verbe. Lachlan l'a rencontré il y a 2 ans lors d'une collecte de fonds. Notre mère avait insisté pour qu'il y assiste afin de nouer des contacts. En 6 mois. Gwen avait décrété quelle était la chose la plus importante qui soit jamais arrivée à notre famille. En 1 an, j'ai commencé à remarquer des choses, de petites choses au début. La façon dont maman a cessé de poser des questions sur mes dossiers pour ne s'intéresser qu'au prochain voyage de la famille de Gwen. La façon dont mon père acquiesçait à tout ce que Gwen disait à table. Comme si elle prononçait un discours qu'il avait payé pour entendre. La façon dont Lachlan me regardait différemment. Comme si j'étais quelqu'un qu'il avait connu autrefois. Je suis arrivé dans l'allée de mes parents à 19 heures. La maison était illuminée, des voitures bordaient la rue. Et on pouvait voir des gens à travers la fenêtre du front tenant des verres de vin. Je me suis examiné dans le rétroviseur. Je m'étais changé dans les toilettes d'un Tim Hortons à la sortie de Canora. J'avais encore des flocons de neige dans les cheveux et je me suis dit, bon. Y allons. 4 heures. Tu as conduit 4 heures pour ça? Ma mère a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper. Elle m'a jaugé de haut en bas. Puis elle a dit très doucement, très prudemment, c'est en fait un rassemblement privé ce soir. Ma chérie. Je l'ai fixé. La famille de Gwen est là, a-t-elle poursuivi. C'est plus intime. Juste les 2 familles qui font connaissance. Je fais partie de la famille. Ai-je dit. Ma mère a penché la tête de cette façon-là. Elle a cette attitude qui signifie qu'elle a déjà pris sa décision et qu'elle attend que vous le deviniez. Tu vois ce que je veux de cire? Elle a dit, tu pourras venir au brunch de dimanche à la place. Je t'enverrai leur par texto. Elle a fermé la porte. Je suis resté sur le porche pendant probablement 45 secondes. Des flocons de neige atterrissant sur mon manteau. Le son des rires traversant la fenêtre. Le rire de mon frère. Il ne savait pas que j'étais là. Ou peut-être le savait-il. Je suis retourné à ma voiture, j'ai conduit jusqu'au Holiday Inn à la périphérie de la ville. Et je suis resté assise sur le parking pendant un moment. Puis j'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mon application bancaire. Et j'ai regardé le compte joint. Voici quelque chose concernant ma famille que les proches de Gwen à Westmount ignoraient lorsqu'ils sirotaient du vin dans le salon de mes parents. L'hypothèque de cette maison, les impôts fonciers, les factures de services publics mensuels. Le budget d'épicerie, l'assurance automobile pour mes 2 parents. Et la marge de crédit que mon père avait cessé de rembourser il y a 3 ans. Tout cela passait par moi. Non pas parce qu'on m'avait fait sentir coupable. Mais parce que mes parents avaient demandé une fois. Lorsque mon père avait eu une scar de santé et ne pouvait plus travailler. Et j'avais dit oui. Et puis le oui était devenu une hypothèse. Le oui était devenu la norme.
Le oui était devenu si invisible qu'il pouvait me fermer la porte au nez et s'attendre quand même à ce que le virement électronique arrive le premier du mois. Je n'ai rien fait cette nuit-là. Je suis juste resté assise sur le parking en pensant. Je veux revenir un peu en arrière parce que le contexte compte ici. Et je pense que les gens supposent que ces situations surgissent de nulle part. Ce n'est pas le cas. Elles se construisent lentement à partir de 100 petits moments que l'on balaie du revers de la main. Parce qu'on aime quelqu'un et qu'on ne veut pas rendre les choses bizarres. Je suis déménagé à Toronto pour la faculté de droit à 22 ans. Mes parents étaient fiers de la manière abstraite dont le sont les parents lorsqu'ils ne savent pas trop ce que vous faites, mais qu'ils savent que ça a l'air impressionnant. J'ai obtenu mon diplôme, fait mon stage dans un cabinet de Bay Street. Et suis devenu associé plus rapidement que quiconque de ma cohorte. J'étais doué pour ça. Je travaillais 18 heures par jour, et j'aimais ça, ou du moins j'aimais ce que ça m'apportait. La compétence, l'autonomie, un condo à Liberty Village que je payais moi-même. Quand mon père a eu sa crise cardiaque l'hiver de mes 26 ans, je suis rentré à la maison. Bien sûr que je suis rentré. Il a été à Sunnybrook pendant 2 semaines et je suis resté à la maison. Je me suis assuré que les factures étaient payées, j'ai emmené ma mère à ses rendez-vous. J'ai coordonné avec son employeur pour l'invalidité de courte durée. Quand il est rentré et que les choses se sont stabilisées, je suis retourné à Toronto. Un mois plus tard, ma mère a appelé pour dire qu'ils avaient du retard sur l'hypothèque. J'ai dit que je couvrirais cela pendant quelques mois le temps que papa se remette sur pied. C'était il y a 6 ans. Au fil du temps, l'arrangement s'était élargi de manière sur lesquelles personne n'avait jamais formellement convenu. J'ai commencé à recevoir des appels concernant l'avis d'impôt foncier. Puis le remplacement du chauffe-eau. Puis les soins dentaires de la clan lorsqu'il avait perdu ses avantages sociaux entre 2 emplois. J'ai dit oui à chaque fois parce que c'était plus facile que la conversation qui aurait eu lieu si j'avais dit non, et parce que je ne voulais vraiment pas que mes parents perdent leur maison. Alors, j'ai tenu un tableur. Je sais que ça fait très perfectionniste, très avocate de ma part. Mais j'ai tenu un registre détaillé de chaque dollar que j'avais transféré. Au moment où la fête de fiançailles de mon frère a eu lieu. Ce chiffre s'élevait à un peu plus de 112 000 $. Pas un prêt, pas un arrangement formel. Juste de l'argent que j'avais envoyé parce que quelqu'un avait toujours besoin de quelque chose. La clan en savait une partie. Mes parents en savaient la plus grande partie. Personne n'en parlait parce qu'en parler l'aurait rendu réel. Le brunch du dimanche dont ma mère m'avait parlé par texto s'est déroulé sans moi. Je n'ai pas décliné. Je n'ai tout simplement pas répondu. Elle a envoyé un suivi qui disait « Tu nous as manqué ». Ainsi qu'une photo de la mère de Gwen tenant un mimosa. J'ai regardé cette photo pendant un long moment. Les fiançailles elles-mêmes avaient été annoncées à Noël. La clan m'avait appelé la veille du dîner formel et avait dit « Je demande Gwen en mariage lors du dîner de famille demain. Je voulais juste que tu le saches. » Il avait l'air heureux. Il avait l'air de mon frère. J'ai dit que j'étais ravi pour lui et je le pensais. Ce que je ne savais pas alors, c'est ce que ces fiançailles allaient signifier en termes pratiques. En février, ma mère m'a appelé depuis une voiture qui était clairement conduite par la mère de Gwen. D'après la conversation de fond que je pouvais entrouir. Nous cherchons des salles, a-t-elle dit. Les parents de Gwen ont une adhésion familiale au Granite Club. Mais c'est déjà réservé pour leur date préférée. Alors, nous pensons au Rosedale Golf Club ou quelque chose comme ça. Je voulais juste te soumettre le budget. Soumettre le budget? Ai-je répété. Eh bien, ton père et moi voulons contribuer, bien sûr, a-t-elle dit. Mais tu sais comment sont les choses et tu dis toujours que tu veux être impliqué. Je ne me souviens pas avoir jamais dit ça. Ce que j'ai dit, c'est, de quel montant parle-t-on? C'était 25 000 $. Ma part. Les parents de Gwen couvraient apparemment le reste, qu'elle a décrit vagement comme leur portion. J'ai dit, il faut que je réfléchisse. Elle a dit, bien sûr.
Prends ton temps. Et puis la voix de la mère de Gwen a flotté depuis l'arrière-plan, disant quelque chose à propos d'un fleuriste. Et ma mère a dit qu'elle devait y aller. J'y ai réfléchi pendant 3 semaines. J'en ai parlé à mon thérapeute. J'en ai parlé à ma meilleure amie. Elle est mon amie la plus proche depuis l'université et elle a ce don de dire ce qu'on sait déjà, mais qu'on n'a pas encore osé exprimer à voix haute. Elle a dit, tu sais. Il ne s'agit pas d'argent. J'ai dit, je sais. Elle a dit, alors. De quoi s'agit-il? Et je n'ai pas pu répondre à cela, pas clairement. Mais cela avait un rapport avec le porche de la fête de fiançailles, la porte qui se ferme au nez. Les 4 heures dans une tempête de neige et une décennie de oui. J'ai rappelé ma mère et j'ai dit que je ne participerais pas aux frais du mariage. Le silence qui a suivi était de ceux qui ont une texture comme du tissu tendu. Je vois. A-t-elle fini par dire. Je suis heureuse d'assister au mariage, ai-je dit. Je veux célébrer la clan. Mais je ne suis pas en mesure de financer un mariage pour lequel je n'ai pas été consultée. Tu as été consultée. A-t-elle dit. Je t'ai appelé en février. C'était toi qui m'annonçais un chiffre? Ai-je dit. Ce n'est pas une consultation. Nous avons tourné autour du pot pendant environ 20 minutes, et elle a fini par pleurer. Pas le genre de pleurs qui viennent de la tristesse. Le genre qui vient de la frustration quand la persuasion ne fonctionne pas. Je l'ai reconnu. Je le reconnaissais depuis que j'étais adolescente. J'ai tenu bon. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient. Pas de colère, mais de l'effort inhabituel de n'avoir pas reculé. Mon père a appelé le lendemain. Il était plus calme, plus méthodique. Il avait clairement eu le temps de se préparer. Il a parlé de l'obligation familiale, de ce que signifiait faire partie de quelque chose. De la façon dont les parents de Gwen faisaient déjà tellement et qu'il serait mal vu que son côté ne puisse pas rivaliser. Je lui ai demandé ce qu'il pensait que j'avais contribué au cours des 6 dernières années. Il a dit que c'était différent. Je lui ai demandé en quoi. Il n'a pas eu de réponse qui tienne la route. Lachlan a appelé le jour suivant. Il n'était pas calme. C'était le Lachlan de 29 ans qui avait l'habitude de lancer son équipement de hockey contre le mur du garage quand les choses n'allaient pas dans son sens. Juste plus âgé maintenant et utilisant des mots différents. Gwen. Comprends ça. A-t-il dit. Elle a l'impression que tu ramènes ça à toi. Lachlan, ai-je dit, et j'ai essayé de garder ma voix égale. J'ai conduit 4 heures pour ta fête de fiançailles en janvier. Et maman m'a dit que c'était réservé à la famille et m'a fermé la porte au nez. J'ai dormi au Holiday Inn. Silence. Je ne savais pas ça, a-t-il fini par dire. Il avait l'air sincèrement surpris, ce qui signifiait l'une de ces deux choses. Soit notre mère ne le lui avait pas dit, soit il n'avait pas demandé. Je sais que tu ne savais pas. Ai-je dit. Mais j'ai besoin que tu comprennes pourquoi j'ai du mal à estimer que cette famille me demande quelque chose de raisonnable en ce moment. Il a dit qu'il parlerait à maman. Il n'a pas rappelé. Les mois entre cette conversation et le mariage ont été étranges. Je suis resté à Toronto. J'ai travaillé. J'ai dîné avec mon ami qui a préparé des pâtes et nous avons regardé de la télé-réalité sans parler de ma famille de toute la soirée, ce qui a été la chose la plus réparatrice que j'aurais pu faire. J'ai parcouru mon tableur encore quelques fois, pas de manière obsessive. Juste pour ancrer ce qui était réel par rapport au narratif que ma famille continuait de construire. Et qu'on voulait me faire croire. En avril, j'ai reçu une lettre, du vrai papier, postée à mon condo. Ce qui aurait dû être le premier signe que le contenu était sérieux. Elle provenait d'une parajuriste d'un petit cabinet de Mississauga.
Mes parents, disait-elle, affirmaient que les transferts financiers que j'avais faits au cours des 6 dernières années étaient des prêts familiaux et qu'en cas de certains litiges, ils chercheraient à obtenir le remboursement des sommes déjà perçues tout en demandant une ordonnance du tribunal pour ma contribution financière au mariage en tant que membre de la famille à charge. J'ai lu cette lettre 3 fois. La 3e fois, j'ai ri, non pas que ce soit drôle, ça ne l'était pas. C'était stressant et surréaliste. Mais parce que je suis avocate plaidante et que je pouvais immédiatement voir les 4 failles différentes de cet argument devant un juge. Vous ne pouvez pas prétendre simultanément que quelqu'un dépend financièrement de vous et que cette personne vous doit le remboursement d'un prêt. Ce sont des positions juridiques contradictoires. La lettre comportait également une erreur de citation au 2e paragraphe. Je ne dis pas cela pour être dédaigneuse. Je le dis en tant que stratégie juridique. Elle n'avait pas été rédigée par quelqu'un qui y avait réfléchi très attentivement. Je l'ai transmise à une collègue de mon cabinet spécialisé dans le litige familial et civil pour avoir son avis. Elle m'a rappelé en riant. Ce n'est pas un document sérieux, a-t-elle dit. N'y réponds pas. Ils espèrent que tu paniqueras. Je n'ai pas répondu. Ce que j'ai fait, en revanche, c'est appeler ma banque. J'avais un compte joint avec mes parents. C'était un vestige de l'époque où je transférais régulièrement de l'argent et où nous l'avions configuré par commodité. Il n'y avait rien de substantiel du côté de mes parents. Mais c'était un compte actif et cela représentait une vulnérabilité que je ne voulais pas laisser ouverte. J'ai appelé pour me faire retirer en tant que cotitulaire, ce que, selon la législation bancaire canadienne, j'ai le droit de faire avec un préavis approprié. J'ai avisé mes parents par courriel de ce changement, en restant factuel, sans accuser personne. J'ai également examiné les registres de propriété pour la maison de mes parents en ligne. Le registre foncier de l'Ontario est public et a confirmé ce que j'avais toujours supposé. La maison était uniquement à leur nom. Tout ce que j'avais contribué au fil des ans avait servi à alimenter cette maison sous forme de pur don sans réclamation légale attachée. C'était douloureux à confirmer. Je l'ai confirmé quand même parce que je devais savoir exactement à quoi m'en tenir. J'ai également redirigé discrètement les virements mensuels. Pas de drame, pas d'annonce. Ils ont tout simplement cessé de partir le 1er du mois. Mes parents l'ont remarqué en une semaine. Ma mère a appelé 6 fois en 2 jours. Je les ai laissés aller sur la messagerie vocale. Les messages sont passés de la confusion à la blessure, puis, au 5e, à quelque chose qui semblait répété. Le 6e message venait de mon père et c'était la fois où il avait l'air le plus en colère depuis que j'étais adolescente. Il a utilisé le mot « trahison ». Il a dit que je punissais la famille parce qu'elle voulait célébrer le bonheur de mon frère. Il a dit que j'avais toujours été difficile. Cela. Je les ai gardés. Non par rancune, mais pour la documentation. Le mariage a eu lieu en juin. Je n'y étais pas invité, ce à quoi je m'attendais à ce stade. Ma mère a envoyé un courriel 3 semaines avant pour dire que la liste des invités avait été finalisée, que l'espace était limité et qu'ils espéraient que je comprendrais. J'ai répondu par une seule ligne. Je comprends. J'espère que la journée sera tout ce que la clan et Gwen espèrent. J'ai envoyé à la clan et Gwen une carte contenant une carte cadeau pour un magasin d'articles de cuisine. Je ne suis pas une personne mesquine. Je voulais sincèrement que mon frère soit heureux. Même si j'avais cessé d'être disposé à financer les circonstances de ce bonheur. Le lundi suivant le mariage, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai laissé sonner. La messagerie vocale provenait d'un homme qui s'est identifié comme représentant du cabinet de parajuriste de Mississauga. Il a dit que mes parents allaient de l'avant avec leurs réclamations et que je devais m'attendre à la documentation formelle. Il m'a demandé de rappeler dans les 48 heures.
J'ai transmis la messagerie vocale à ma collègue. Elle a rappelé plus rapidement cette fois. Ils ont apparemment confié l'affaire à un vrai avocat, a-t-elle dit. Un petit cabinet, pas de spécialité en litige civil visible sur leur site web. Mais ce sont de vrais documents maintenant. Quelle est notre position? J'ai dit, votre position, a-t-elle dit. Est hermétique. 6 ans de virements électroniques sans accord de prêt, sans billet à ordre. Sans échéancier de remboursement, sans condition d'intérêt. Sans reconnaissance de dette par écrit de part et d'autre. Selon la loi de l'Ontario. Ces transferts sont présumés être des cadeaux à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire. Et la charge de la preuve leur incombe. Qu'en est-il de la réclamation pour la contribution au mariage? Elle a ri à nouveau, plus court cette fois. Les adultes en Ontario n'ont aucune obligation légale de contribuer au mariage d'un frère ou d'une sœur. Point final. Ils n'ont aucun recours. Je lui ai demandé de prendre l'affaire en charge formellement. Ce qui signifiait facturer au tarif standard du cabinet, que je payais. Ce qui était un coût que j'étais prête à accepter pour qu'une personne compétente gère les réponses. Afin que je n'ai pas à le faire. Cette même semaine. J'ai appelé le gestionnaire de mon immeuble et j'ai mis à jour mon contact d'urgence. J'ai passé en revue chaque abonnement, chaque service public. Chaque compte où j'avais jamais inscrit l'adresse de mes parents comme recours. Et je les ai tous mis à jour. Je ne faisais pas cela par colère. Je le faisais avec la clarté ciblée que l'on ressent quand on a enfin décidé qu'une situation est terminée et qu'on ne fait qu'exécuter la conclusion. La réclamation juridique s'est rendue jusqu'à la Cour des petites créances de l'Ontario, qui a une limite de 35 000 $. Mes parents avaient structuré leur réclamation autour de ce montant. Ils réclamaient ma contribution au mariage retenu plus des dommages prétendument subis pour perturbation financière. Il m'a fallu un moment lorsque j'ai lu le montant pour apprécier la sombre ironie. Ils avaient essentiellement choisi le maximum qu'ils pouvaient réclamer dans la juridiction qui demande le moins de paperasse, optimisé pour l'inconvénient plutôt que pour un véritable grief. Ma collègue a géré la réponse. Je n'ai pas eu à comparaître. Elle a déposé une défense écrite accompagnée d'une comptabilité détaillée des 6 années de transfert financier, de l'absence de toute documentation de prêt. Et d'un rappel clair du droit civil de l'Ontario sur la présomption de don. Elle a également inclus en annexe une copie de la lettre de février où ma mère avait formulé ma contribution au mariage comme quelque chose que j'avais toujours voulu faire. Ce qui, replacé dans son contexte, sapait en fait leur réclamation selon laquelle j'avais accepté de contribuer sous la contrainte. Nous avons également déposé une demande reconventionnelle. Non pas pour l'intégralité des 112 000 $. Ma collègue et moi en avons longuement discuté. Et nous avons convenu que poursuivre pour le montant total serait long et coûteux sur le plan émotionnel. Mais nous avons réclamé les contributions des 18 derniers mois, soit environ 19 000 $. Au motif que mes parents avaient manqué à la bonne foi en intentant une action en justice contre moi. Tout en acceptant simultanément mon soutien financier. Cet argument était un peu tiré par les cheveux sur le plan juridique. Ma collègue a été honnête à ce sujet. Mais il recadrait le récit et signalait que je n'étais pas du tout quelqu'un qui pouvait être poussé à la soumission par la menace d'un procès. Laclan m'a appelé quand il a découvert la demande reconventionnelle. Il ne criait pas. Il avait l'air, pour la première fois depuis longtemps, simplement fatigué. Je ne savais rien de tout cela. A-t-il dit. L'argent? Le montant? Tout ça. Je sais. Ai-je dit. Pourquoi n'as-tu rien dit de tout cela pendant 6 ans? Et c'était bien la question, n'est-ce pas? La vraie. Pourquoi ne l'avais-je pas fait? J'ai réfléchi à la façon d'y répondre honnêtement parce que la première année ressemblait à une urgence et je voulais aider. J'ai dit, et puis c'est devenu normal. Et quand quelque chose devient normal, tu arrêtes de l'examiner.
Et au moment où j'ai commencé à l'examiner, le chiffre était si important que le dire à voix haute semblait impossible. Comme si, en le disant, tout allait casser. Il est resté silencieux pendant un moment. La fête de fiançailles, a-t-il dit. La porte. Ouais. Je suis désolé, a-t-il dit. J'aurais dû. J'aurais dû savoir. J'aurais dû demander. Tu aurais dû, ai-je dit, mais j'aurais aussi dû être plus clair beaucoup plus tôt. Nous avons tous les deux joué un rôle pour en arriver là. Il a demandé s'il y avait un moyen de résoudre la situation juridique sans aller plus loin. J'ai dit que ce n'était pas entièrement ma décision à ce stade. Le processus juridique avait sa propre dynamique. Mais je n'avais aucun intérêt à détruire notre relation et que si nos parents étaient disposés à retirer leur réclamation, je demanderais à ma collègue de retirer la demande conventionnelle. Il a dit qu'il leur parlerait. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans ces conversations. Quoi que la clan ait dit, quoi que ce soit qui ait finalement fait tilt. Que ce soit la réalité de la documentation juridique. Le fait de voir les chiffres écrits pour la première fois ou simplement l'épuisement face à toutes. Cette histoire, mes parents ont retiré leur réclamation 8 semaines plus tard. Ma collègue a déposé le retrait correspondant de notre côté. Je n'ai pas eu d'excuse formelle. Je veux être honnête à ce sujet parce que les histoires de ce genre se terminent souvent par une scène où quelqu'un dit exactement la bonne chose et où tout devient net. Cela ne s'est pas produit. Ce que j'ai eu, c'est un texto de ma mère qui disait: nous en avons fini avec l'affaire juridique et nous espérons que nous pourrons aller de l'avant. Je l'ai lu, j'ai posé mon téléphone, j'ai fait du café, je suis revenu, je l'ai relu. Et j'ai répondu, merci. Je l'espère aussi. Ce n'était pas suffisant. C'était peut-être aussi là que nous commencions. Je n'ai toujours pas dîné avec mes parents depuis que tout cela est arrivé. La clan et moi avons parlé quelques fois de plus. De vraies conversations, pas celles qui tournent en rond comme nous le faisions depuis des années. Il m'a dit que Gwen savait depuis le début que je couvrais une grande partie des dépenses de la famille et qu'elle ne lui en avait jamais parlé parce qu'elle pensait qu'il le savait. Je ne sais pas si c'est vrai. J'ai décidé que cela n'avait pas assez d'importance pour que j'enquête. Ce à quoi je pense maintenant quand je repense à tout cela. C'est ce moment sur le porche en janvier, la neige qui tombait. Le bruit de mon frère qui riait de l'autre côté de la porte. Le fait que j'avais conduit 4 heures dans un blizzard pour une famille qui avait déjà décidé sans me le dire qu'il y avait 2 catégories de personnes et que j'étais dans celle qui attendait dehors. Je pense au temps que j'avais passé à rester debout devant cette porte d'une manière ou d'une autre. Avant cette nuit-là. Et je pense au trajet de retour, pas le trajet vers le Holiday Inn. Le vrai trajet de retour vers Toronto 2 jours plus tard. Un tir droit sur la 17 et sur la 4 Sense. La neige avait été déblayée de l'autoroute d'ici là. Le soleil sortait vraiment au moment où je suis arrivé à Barrie. J'avais la radio allumée. Je ne pensais à rien de tout cela. Je conduisais tout simplement, ce qui est une chose que j'aime vraiment. Le fait physique simple de se déplacer dans l'espace par sa propre force. D'aller quelque part où l'on a choisi d'aller. Je suis rentré chez moi, je me suis garé sur le parking de mon immeuble. J'ai pris l'ascenseur et j'ai déverrouillé la porte de mon condo. La ville était illuminée par mes fenêtres. Ma cafetière était là où je l'avais laissée. Tout était exactement là où il était censé être. Je suis resté planté là pendant 1 minute, le manteau toujours sur le dos. Les clés toujours en main. Puis j'ai posé mon sac, j'ai accroché mon manteau et je me suis mis à cuisiner.